Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 7 mars. L'épizootie de fièvre afteuse à son maximum, 86 foyers en Grande-Bretagne, mesures de précaution en Irlande et la suite des abattages de moutons en France. Ariel Sharon présente officiellement son gouvernement de large union nationale en Israël où seule l'extrême gauche pacifiste est absente. En attendant le premier tour des élections municipales à Paris, conciliabule à droite sur les modalités d'une entente entre les listes Tibéri et les listes Seguin. Bordeaux et Évry seront les deux villes auxquelles nous consacrerons ce soir nos reportages électoraux. Mieux voir pour mieux conduire, les ophtalmologistes ont l'intention de mener une campagne au bord des routes. Une nouvelle étoile du football, il s'appelle Sidney Govou. Et il était en état de grâce hier avec son équipe de Lyon face au Bayern de Munich. Vous ferez un peu mieux connaissance avec lui. Plus que jamais, la tension politique à J-4 avant les élections municipales et cantonales de dimanche prochain, les 11 et 18 mars, pour les deux tours. Nous proposerons d'ailleurs une soirée spéciale dimanche soir à partir de 19h50 sur France 2 avec toute la rédaction de France 2. Les élections municipales et cantonales avec un meeting de campagne hier soir à Paris où Philippe Seguin a tapé fort sur la gauche. Celle-ci, a-t-il dit, est celle de la pensée unique et du fric. C'était au Palais des Sports et M. Seguin a appelé à la résistance de la droite. Reportage Laurent Hakim avec Bernard Connor. Des pom-pom girls en caouet rouge venus du 13e arrondissement. Une photomaton géante de la candidate du 7e ou encore des drapeaux tricolores à la gloire du candidat. Décidément, on n'a pas manqué d'ingéniosité hier soir pour le dernier meeting de Philippe Séguin. Et malgré cela, le Palais des Sports n'était pas plus rempli que pour le meeting Tibéri il y a un mois. Dans le randonnion des têtes de liste, Roxane Decorte a repris pour un soir le strapontin du 18e, récemment confisqué par Philippe Séguin. Et puis tôt ou tard, il faut parler du sujet à la mode, fusion ou pas fusion avec les têtes de liste tibéristes entre les deux tours. Et pour l'instant, rien n'a changé, c'est pas fusion. Le renouveau existe. Au deuxième tour, nous serons en mesure de rassembler enfin tous les électeurs de la droite et du centre, en pratiquant le retrait républicain, ce qui est la solution la plus démocratique, la plus transparente, la plus efficace. Et si les chants patriotiques ne suffisent pas à infléchir le choix des Parisiens qui, paraît-il, préparent un triomphe à la gauche, certains séguinistes fredonnent déjà quelques bluettes porte-bonheur. À Paris, il reste une semaine, on est tous réunis, que chacun se démène pour gagner la mairie de Paris. Voilà. Mais sur le terrain parisien, les choses se tendent. Philippe Séguin a demandé une protection pour sa deuxième de liste dans le 18e arrondissement, Roxane Decorte. Dans le 5e arrondissement, les trois principaux adversaires de Jean Tibéri, dont le séguiniste Henri Guénaud, dénoncent un système de voyous autour du maire de Paris. Et puis pendant ce temps-là, Gérard Leclerc, en coulisses, à droite, on parle déjà de l'après-premier tour. Oui, et là on peut dire que la droite tangue entre fusion, retrait et confusion. La fusion des listes séguinistes et tibéristes au soir du premier tour, eh bien c'est ce que réclame le maire sortant, Jean Tibéri, au nom de l'union de la droite. Le retrait républicain, on vient de l'entendre, eh bien c'est la ligne de Philippe Séguin qui s'inscrit, on le sait, en rupture avec le système en place. En clair, donc, la liste arrivée en seconde position se retire purement et simplement. Et puis la confusion, eh bien, elle est entretenue publiquement par Jean-Louis Debré, réputé proche de Jacques Chirac, qui a souhaité la meilleure solution sans écarter la fusion. Et puis entretenue également par plusieurs candidats parisiens, RPR, UDF ou DL, qui évoquent à mots couverts eh bien, soit des désistements réciproques en faveur de la liste arrivée en tête, soit de sacrifier aux tibéristes, même s'ils sont en seconde position, un ou deux arrondissements en échange de leur soutien dans les autres arrondissements. C'est bien sûr une perspective qui fait hurler les séguinistes purs et durs. Et puis la réunion dimanche soir des chefs de file séguinistes des 20 arrondissements pour prendre des décisions pour le second tour risque d'être agitée. Agité également, ça risque d'être les lendemains d'élections. Michel Alliot-Marie, ce soir, dans une interview à Valeurs Actuelles, vient de déclarer que Philippe Séguin a l'obligation de résultat, conserver Paris, qu'il est libre pour les moyens. Vous savez, en sport, c'est ce qu'on appelle mettre la pression. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que Philippe Séguin vient de répliquer à Michel Alliot-Marie. Elle aussi, a-t-il dit, a une obligation de résultat sur l'ensemble des municipales. 5 partout, la balle au centre, c'est ça? Voilà, alors si vous voulez suivre ces élections municipales parisiennes jusqu'au 20 mars, le journal Combat, celui-ci, revit grâce aux étudiants du Centre de formation de journalistes. Cette série limitée a reçu l'autorisation des ayants droit un quart de siècle après avoir coulé, vous vous en souvenez peut-être, le 30 août 1974. À Bordeaux, l'ancien Premier ministre Alain Juppé est favori. Le tout est de savoir si sa victoire se fera au premier ou au deuxième tour. Vous voyez le reportage d'Alix Bouillaguet avec Alain Location.
Bordeaux, c'est l'histoire d'une ville longtemps surnommée la Belle Endormie. Somnolente au bord de la Garonne, bercée pendant près de 50 ans dans les bras d'un seul homme, Jacques Chaban-Delmas. En 95, par la grâce d'un baiser électoral, Bordeaux se serait réveillé. Un nouveau maire, Alain Juppé, de grands chantiers, l'aménagement des quais et surtout le tramway. C'est un instrument qui va changer complètement à la fois les déplacements dans l'agglomération, mais aussi le fonctionnement de la ville. Nous allons ainsi pouvoir reconquérir de vastes espaces pour les piétons, pour les vélos, pour la promenade, pour les terrasses de café. Avec Alain Juppé, campagne électorale rime avec terrain, mais également avec gastronomie. Petite crêpe ? Crêpes avec les jeunes du terrain de cross. Vous n'avez pas dû mettre ça devant moi parce que je vais tous vous les manger. Petit gâteau dans un immeuble résidentiel. Apéritif chez les boulistes. Moi je ne prends pas de basilic parce que comme c'est le troisième pot de l'après-midi... Certains disent qu'Alain Juppé a changé, moins cassant, moins autoritaire. Faux rétorquent ses adversaires et notamment le premier d'entre eux, le socialiste Gilles Savary. Son problème à lui, c'est de faire de Bordeaux son tremplin de relance nationale. Ça, je crois que c'est sa campagne, Juppé. Donc il dit ça bouge et j'ai changé. Ça bouge pas tant que ça, plutôt moins que dans les autres villes, et il n'a pas changé du tout, je peux vous le dire. À Bordeaux, 9 listes se présentent, de l'extrême droite à lutte ouvrière en passant par couleur bordelaise. Mais ce sont les Verts, nouvelle force politique, qui pourraient jouer les troubles faits au second tour. J'espère que le score nous aidera à faire passer cette idée que l'enjeu que nous défendons est un enjeu fondamental et qu'une ville comme Bordeaux ne peut pas se permettre de continuer à tourner le dos aux impératifs verts. Alain Juppé, élu au premier ou au second tour, c'est la seule interrogation. L'enjeu des municipales se situe ailleurs, dans la communauté urbaine de la ville, une communauté susceptible de basculer à gauche. Bordeaux serait alors cerné par une déferlante rose, de quoi donner des nuits blanches à la Belle Endormie. Et puis à Évry, dans le département de l'Essonne, c'est un proche de Lionel Jospin, Manuel Valls, chargé de la communication du Premier ministre, qui est en position de favori. Reportage Jay Wittenberg et Grégoire Ozina. Le regard circulaire, l'œil à l'affût, c'est peut-être ce qui trahit toujours les 3 ans et demi que Manuel Valls vient de vivre à Matignon, tout près de Lionel Jospin. Ce coup d'œil quasi imperceptible, comme s'il cherchait encore quelqu'un. Pourtant c'est lui désormais, c'est lui seul qui marche sous les objectifs, lui qui se présente à Évry, ville socialiste depuis 30 ans. Forcément cela donne une certaine confiance en soi. Si vous êtes maire, je viendrai vous voir. D'abord, dites pas si. Quand je serai maire, vous viendrez me voir. Jeune homme pressé, plus habitué des allées du pouvoir que du terrain, protégé de Matignon, Manuel Valls balaye ses caricatures d'un revers de main. Oui. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, Lionel Jospin, ne sont pas rejetés par les Évriens, bien au contraire. Et donc, oui, je suis un proche de Lionel Jospin et donc je sens que cela peut aussi servir la ville d'Évry. Évry, où l'histoire d'une belle idée qui a échoué. Des rues larges, un parc au milieu de la ville, des immeubles signés d'architectes de renom, jusqu'à la cathédrale, la seule érigée en France au XXe siècle, Évry se devait être la banlieue autrement. Mais la ville nouvelle a mal vieilli, ces quartiers où toutes les classes sociales devaient cohabiter se sont dégradés. Peu ou pas de vie culturelle, des rues désertes le soir. Le premier à dresser cet état des lieux, c'est lui. Merci beaucoup. Porte-drapeau de la droite dans ces élections, Jean de Boishue, un ancien secrétaire d'État d'Alain Juppé, estime que les électeurs auront du mal à avaler les promesses de changement faites par Manuel Valls, le candidat du parti qui dirige Évry depuis si longtemps. Je ne comprends pas comment on peut jouer au magicien et dire que sous prétexte que quelqu'un arrive même de Matignon, tout peut changer du jour au lendemain. Alors je crois que c'est vraiment ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors que l'extrême gauche sera emmenée par Francis Couvida, le vrai danger pour le conseiller de Lionel Jospin pourrait venir d'ici, de cet ancien maire d'Évry, en rupture de banc avec le PS et dont le seul programme est de faire battre Manuel Valls. Ce monsieur n'est pas d'ici, il prétend en être le maire, il prétend déjà en être le député. Oui, c'est Manuel Valls. Manuel Valls a choisi les réunions d'appartements pour mieux se faire connaître. Une fois élu, promis, il quittera ses fonctions à Matignon, le conseiller deviendra élu local, l'ambition restera intacte. Le gouvernement vient d'adresser un courrier à la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'incarcération de Maurice Papon. Détail à l'appui, le gouvernement considère que celle-ci n'est pas inhumaine, mais les expertises médicales de Maurice Papon ne seront pas communiquées. Compte tenu du délai d'incubation de la fièvre afteuse, les experts vétérinaires européens estiment maintenant que l'on approche du point culminant de l'épizootie en Grande-Bretagne. 86 foyers contaminés ont été recensés, dont un en Écosse. Les mesures de protection sont drastiques, notamment contre le transport des animaux à risque. L'Irlande a même adopté de nouvelles lois contre la contrebande de bétail. Pourtant, aucun cas de fièvre n'a été déclaré en Irlande, où règne un véritable état de siège. Reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun et Philippe Louzzi.
D'abord désinfecter à l'eau vinaigrée tout ce qui entre et sort de ces chemins. Mais n'entre pas qui veut, surtout pas les médias. Ce petit village de Meigg en Irlande du Nord est le premier touché par la foot and mouth disease, la maladie des pieds et de la bouche, comme on appelle ici la fièvre afteuse. Maladie honteuse avec ses énormes bûchers en rase campagne. Ici, 600 moutons ont été incinérés. Une seule raison, ils venaient d'Angleterre, importés après la date fatidique du 1er février, jour où l'épisodie fut officiellement déclarée. Maladie anglaise qui rend fou furieux de rage les nationalistes irlandais et qui redoutent que leurs moutons à tête noire du pays soient à leur tour infectés. Alors toute la vie au pays s'est arrêtée pour éviter la contamination. Tout est annulé dans le coin. On ne peut plus aller à l'église, les écoles sont fermées, même les festivités de la Saint-Patrick sont annulées. Saint-Patrick? Yeah, St. Patrick's cancelled. Oh, so. My God. Même la fête nationale irlandaise du 17 mars est compromise. En attendant, à la frontière avec la République d'Irlande, plus aucun bétail ne passe, pas même le transport du lait n'est autorisé. Car de ce côté, il n'y a pas un seul foyer de fièvre afteuse. Alors le pays s'est refermé sur lui-même, assiégé par l'épizootie. Il suffirait d'un pneu mal désinfecté pour transporter le virus. Et puis, la vert terrain n'est pas qu'une vitrine pour les touristes. Elle est verte parce que d'abord agricole, et ce n'est que depuis les années 60 que l'industrie a dépassé ici les recettes de l'agriculture. Alors pour ce gros exportateur de bétail, la seule menace de l'épidémie est déjà une catastrophe. Nous sommes un pays qui devons exporter 90% de notre production bovine, 80% de nos produits laitiers et 50% de nos moutons. Les visiteurs ne sont pas le bienvenu dans les fermes irlandaises. Les agriculteurs ont choisi de vivre retranchés pour éviter la propagation de l'épidémie. Pour l'instant, la République d'Irlande n'est absolument pas touchée. Jamais on n'a vu autant de mesures préventives prises dans un pays. Et pour cause, l'agriculture pèse ici plus de 10% du produit national brut. Mesures préventives, ainsi les matchs de rugby Irlande-Angleterre et Écosse-Irlande prévus les 24 mars et 7 avril pour le tournoi Destination, ces deux matchs ont été reportés. De son côté, l'Italie a décidé de fermer ses frontières au bétail sensible. En revanche, les courses de chevaux sont de nouveau autorisées en Grande-Bretagne en dépit de l'opposition d'éleveurs britanniques. De même en France, la circulation des chevaux et la tenue des courses hippiques est rétablie dans des conditions sanitaires strictes. Aujourd'hui encore, on a brûlé des carcasses par dizaines, par centaines, des carcasses de bovins. Il a été en contact avec des animaux provenant de Grande-Bretagne. C'était dans la Marne, sur un terrain militaire. Et puis l'abattage des 6000 ovins du Nord importés d'Angleterre depuis le 1er février est terminé. Mais 2000 cadavres doivent encore être détruits. Ils pourraient être enfouis dans des décharges autorisées dans le département du Nord ou encore dans celui de l'Aisne. Et bien sûr, comme dans toute situation de crise, il y a des petits malins. Un éleveur de la Vienne n'aurait pas déclaré des animaux importés du Royaume-Uni. Les moutons se trouvaient sur la commune de Marseille. Vous voyez le reportage de François Privat avec Philippe Ritten. Aux alentours d'une ferme du Poitou, 155 moutons, dont 60 en provenance du Royaume-Uni, vont être euthanasiés. Ces 60 moutons font partie d'un lot de 340 ovins, importés au début du mois de février par un éleveur qui, selon la direction des services vétérinaires de la Vienne, ne possède pas l'agrément requis. Ça veut dire que là, il y a 280 moutons anglais dans la nature. L'ordre de grandeur est vrai et ces moutons peuvent être abattus parce que c'est des moutons qui, à mon sens, étaient introduits pour la fête de l'Aïd el-Kébir, mais j'en suis pas sûr. Je n'ai aucune certitude sur le devenir des moutons manquants. Voici, filmé tôt ce matin, les animaux qui, selon les autorités, seraient arrivés d'Angleterre aux alentours du 5 février dernier. Puis les gendarmes ont mis en place un périmètre sanitaire de sécurité. C'est la semaine dernière, à Poitiers, qu'un message de l'administration anglaise a provoqué une réaction des services vétérinaires pour tenter de localiser rapidement l'opérateur qui aurait illégalement importé ces ovins. L'opérateur devait être recensé, ce qu'il n'était pas, et le centre aurait dû être agréé, ce qu'il n'était pas non plus. C'est-à-dire qu'il est inconnu de vos services. Oui, tout à fait. Une enquête vient d'être confiée à la gendarmerie. L'éleveur mis en cause a été entendu cet après-midi. Le parquet s'intéresse à cette question, car le fait de ne pas être titulaire d'un certain nombre de documents administratifs constitue une infraction pénale. Contacté par téléphone, l'éleveur incriminé réfute les accusations portées à son encontre par les services vétérinaires. Les résultats des prélèvements sanguins effectués sur une partie des animaux euthanasiés seront connus en fin de semaine.
Conséquence des précautions sanitaires, le cirque Pinder Jean Richard a été contraint de laisser à Montpellier la moitié de sa ménagerie, soit une centaine de bêtes, mais les fauves ne sont pas concernés. De son côté, Henri Laurent, le président de la principale association d'éleveurs camarguais, a demandé l'autorisation exceptionnelle de pouvoir vacciner l'ensemble du cheptel des taureaux de Camargue. On estime à 20 000 bêtes ce cheptel camarguais. Alors on l'a souvent précisé ici même, cette fièvre n'est pas dangereuse pour l'homme, mais devant les milliers d'animaux abattus, il est légitime de se demander plus précisément ce qu'est cette maladie, si un ovin ou un bovin peut en réchapper. Explication avec Jean-Daniel Fézaquier. La fièvre afteuse qui s'abat sur les animaux britanniques est une maladie virale hautement contagieuse. Sous nos climats, les plus à risque sont les bovins, les ovins, les caprins et les porcs, qui peuvent être les principaux disséminateurs de la maladie. Pour compliquer les choses, il y a 7 souches différentes du virus et une soixantaine de sous-types. C'est la raison pour laquelle on fait actuellement des prélèvements pour savoir à quel virus on pourrait avoir affaire en cas de crise sanitaire. Autre particularité, un virus s'adapte préférentiellement à une espèce, et c'est là où il fera le plus de dégâts. Si un virus touche par exemple les ovins, il sera moins agressif pour les bovins ou pour les porcs. La maladie dure de 10 à 30 jours. Elle se caractérise par des aftes souvent rompus, comme sur la langue de cette vache, ou bien encore comme sur le palais de ce mouton. Il n'y a actuellement aucun traitement, les jeunes animaux paient le plus lourd tribut à la maladie, les adultes peuvent guérir sans séquelles, mais pour éteindre les foyers épidémiques, il n'y a qu'une solution. L'abattage est la meilleure solution dans les pays comme la France ou l'Union européenne, qui sont des pays indemnes, touchés par la fièvre afteuse. C'est la meilleure solution qui consiste à essayer de tarir le plus rapidement possible et le mieux possible toute source de virus, c'est-à-dire tout foyer de fièvre afteuse. Et si un animal en phase d'incubation passait dans la chaîne alimentaire, que se passerait-il? Rien si la carcasse repose au moins 48 heures. Le virus est en effet détruit par l'acidité des muscles. Il n'y a donc pas de raison de renoncer à son gigot préféré. Et dans le chapitre principe de précaution, une dernière information qui vient de nous parvenir. La société Coca-Cola vient d'annoncer qu'elle rappelait plusieurs milliers de packs de 8 bouteilles en verre de Coca-Cola standard en raison d'un risque de présence de particules de verre dans les bouteilles. C'est un communiqué de la société Coca-Cola à Paris. Le nouveau gouvernement israélien, dirigé par Ariel Sharon, est une réplique quasi exacte de la composition de la Knesset. De l'extrême droite jusqu'au Parti travailliste, tous sont représentés, sauf l'extrême gauche pacifiste. Il n'empêche jusqu'au bout, M. Sharon a eu des difficultés à composer son équipe. Reportage de notre envoyé spécial, Jean-Marc Ilouz. Voilà Ariel Sharon, désormais bien en selle. Hier il inquiétait, aujourd'hui il rassure et met dans sa besace une coalition largement majoritaire, mais hétéroclite. Au nom de l'unité nationale, elle va de la gauche à l'extrême droite nationaliste. Ainsi, Shimon Peres, l'homme des accords d'Oslo, devra à la tête de la nouvelle diplomatie israélienne cohabiter avec des partisans de l'expulsion pure et simple des Palestiniens. Et aux côtés de Ben Eliezer, le faucon du Parti travailliste, qui devient ministre de la Défense, on trouvera Dalia Philosophe, la propre fille d'Yitzhak Rabin, ici aux funérailles du Premier ministre israélien assassiné par un extrémiste juif et ennemi juré du général Sharon. Autre symbole d'unité, pour la première fois un ministre arabe, Salah Tarif, un druze dont la communauté a toujours voué l'intégration dans l'État hébreu. Après un dernier baroud d'honneur du grand parti ultra-orthodoxe dont les membres veulent être 2 ans encore dispensés de service militaire, la nomination effective du gouvernement Sharon est attendue cette nuit. À une opinion israélienne inquiète et désorientée, le général Sharon n'a pas promis la paix mais l'unité et la sécurité. En matière d'unité, le chantage de dernière minute des ultra-orthodoxes ne porte guère les Israéliens à l'optimisme. En matière de sécurité, beaucoup comptent sur Sharon pour frapper les Palestiniens plus fort, sans pouvoir toutefois se convaincre eux-mêmes que représailles égale sécurité. Quant à la paix, on ne connaît que les intentions du candidat Sharon et elle ne laisse guère présager une reprise prochaine des négociations avec les Palestiniens. En Argentine, un juge fédéral a décidé d'abroger les lois d'amnistie protégeant les militaires pour des faits commis pendant la dictature en Argentine entre 1976 et 1983. Plusieurs centaines d'officiers généraux ou supérieurs sont concernés. La décision est susceptible de rouvrir toutes les procédures annulées par l'amnistie. Découverte en Tchétchénie, près de Grozny, d'un charnier. Des dizaines de corps de Tchétchènes torturés, exécutés lors d'opérations de ratissage des militaires russes ont ainsi été identifiés. Les images sont impressionnantes. Commentaire Gérard Grisbeck. Retrouver le corps d'un proche pour qu'il ne soit plus déclaré disparu. Car bien sûr, le deuil ne peut se faire qu'après avoir retrouvé le corps et l'avoir enterré. Alors chacun essaye d'identifier qui son mari, qui son fils, mais il y a aussi des femmes
Des dizaines de cadavres exposés sous un grand hangar. Des corps mutilés, beaucoup d'entre eux portent des vêtements civils et ont les pieds et les mains attachés par une corde. Dehors, des femmes tchétchènes manifestent contre la présence russe, au cri de liberté, troupes russes dehors. Elles racontent qu'au début de l'année, entre le 21 et le 25 janvier exactement, ces gens ont été arrêtés et emmenés par des soldats russes. Cette nouvelle découverte de charnier coïncide avec la première interview de Vladimir Poutine sur le web. Le président russe a redit qu'en Occident, on ne comprenait pas la politique de son pays en Tchétchénie. En effet. En Chine, dans le sud-est du pays, sur la commune de Tambu, une école a explosé. Dans cette école, en sous-sol, des enfants étaient contraints de fabriquer des pétards. Il y aurait au moins 41 morts. Importante inondation à l'est de l'Europe, tout d'abord en Hongrie, où 10 000 personnes dans le nord du pays ont été évacuées. Des digues ont cédé le long du fleuve Tisza. Les crues touchent également la Roumanie et plus durement encore l'Ukraine. Ces inondations sont provoquées par de fortes pluies et puis la fonte des neiges. L'état d'urgence a été décrété en Ukraine. L'école doit rester un lieu d'instruction, de travail et de paix. Cette phrase de Lionel Jospin, prononcée devant les participants du colloque de l'UNESCO à Paris sur les violences à l'école, peut paraître une évidence. Et pourtant, chaque pays met en place différents moyens de lutte contre cette violence dans les établissements scolaires. Nabila Tabouri et Frédéric Faure rapportent l'exemple aux Pays-Bas, à Amsterdam, d'une classe particulière où on tente de réintégrer des lycéens après de gros problèmes de comportement. Loin des canaux et des maisons à jolies façades du centre-ville, Amsterdam aussi a ses cités ghetto. À la périphérie de la capitale néerlandaise, le lycée professionnel Nova a été construit en plein milieu de barres HLM. Allez, entre, je vais te présenter. Vahe a été exclu de sa précédente école. Après 3 semaines sans cours, c'est son premier jour au lycée Nova. Violent ou en grave retard scolaire, ses nouveaux camarades ont été réunis dans cette classe un peu particulière. Ici, l'éducation nationale leur donne une dernière chance. Oh. Ah, c'est une bonne idée. Tu es vraiment perspicace, c'est bien. Avant, j'étais insolente avec mes profs. Je ne les écoutais pas et en plus, je harcelais mes camarades. Maintenant, j'ai vraiment changé. J'ai appris à bien écouter et à bien me comporter avec les autres. Dis donc toi là-bas, tiens-toi droit. Le secret de sa métamorphose, cet élève le doit en partie à Fred, l'éducateur présent en permanence dans la classe. Pourquoi tu étais en retard ce matin? Non, je n'étais pas en retard. Si, tu l'étais. On s'expliquera tout à l'heure. Fred veille au respect des règles, gère les absences et apporte son aide aux élèves pour toutes les questions d'ordre social ou médical. Il travaille en parfaite harmonie avec Josta, le professeur de néerlandais, qui tente de remettre ses adolescents à niveau. Le principe ici, c'est de ne pas exclure les élèves. On préfère les garder en classe et leur apprendre les règles de vie en société, plutôt que de les laisser seuls, livrés à eux-mêmes. En fait, on voudrait leur redonner le goût d'apprendre. Unique aux Pays-Bas, unique également dans toute l'Europe, cette classe un peu particulière affiche pourtant de très bons résultats. Depuis 3 ans qu'elle existe, cette formation a permis à 9 élèves sur 10 de continuer leurs études ou de trouver un emploi. Un peu moins de 300 jours avant de faire connaissance avec les nouveaux billets euros, il semble que les petites et moyennes entreprises françaises tardent à se préparer. On cherche à intensifier la communication et les soucis de détail pour répondre à des besoins très concrets. Enquête David Boéry, Bruno Livertou et Aurélie Legrand. Alain Aubry est un habitué du lieu. Le patron le connaît bien, ce n'est pas un client comme les autres, c'est son banquier. Aujourd'hui, il vient lui parler euros. Demain, les prix vont être complètement différents. Donc par le fait, il va falloir recalculer votre besoin de monnaie avec les nouvelles pièces, ce qui n'est pas forcément évident. Comme la plupart des petits commerçants, ils ne se sont pas encore préparés à l'arrivée de l'euro. Mais le banquier a convaincu la patronne, il faut s'y mettre dès maintenant. C'est pas quand tout sera là, à la dernière minute, qu'il va falloir dire « Ah oui, si j'avais... Ah, je devrais faire comme ça. » Voilà. Pensez à la monnaie, pensez au fond de caisse, pensez au tiroir qui soit assez grand. Des petites bêtises qui sont rien du tout, mais qui font faire que... À partir du 1er janvier prochain et pendant 6 semaines, ils vont devoir jongler avec les francs et les euros, ce qui demande un peu d'entraînement pour rassurer la clientèle.
Dans les entreprises, l'arrivée de l'euro demande aussi de la préparation. Cette PME de 40 salariés l'a bien compris, spécialisée dans la mécanique de précision, elle y travaille depuis déjà plusieurs mois. Entretien entre le PDG et son expert comptable pour un diagnostic euro. Comment vais-je faire pour gérer, puisque l'obligation contractuelle est à la fin de l'année, donc il y a des certains... Non, je vous rappelle que l'obligation... L'entreprise est prête mais n'a pas encore sauté le pas. Elle le fera en juin prochain. D'ici là, il y a encore quelques questions à régler. Que ce soit les partenaires financiers, les clients, les fournisseurs, donc quand même d'informations pour être tous un peu sur la même longueur d'onde. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, à notre niveau, c'est de mettre en place en fait des circuits de procédure, de contrôle beaucoup plus importants, car il est évident que le risque d'erreur devient très important dans cette période de double monnaie. Banquiers et experts comptables sont engagés dans une course contre la montre pour convaincre les plus sceptiques. Aujourd'hui encore, près d'une petite entreprise sur deux a l'intention d'attendre la fin de l'année avant de s'occuper de l'euro. C'est bien le corps de la petite Cindy, 4 ans, qui a été retrouvé dans un affluent de la Moselle, près de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. L'enfant avait disparu le 29 janvier. Sa maman, après des déclarations confuses, est actuellement placée en hôpital psychiatrique. La récente décision de justice d'indemniser un enfant né handicapé à la suite d'un mauvais diagnostic préoccupe les médecins échographistes. Dans ce secteur, également, on peut être tenté d'appliquer un principe de précaution maximum, d'autant que les compagnies d'assurance veulent augmenter leurs tarifs. Reportage Florent Muller et Sophie Rodier. Elle termine rarement encadrée au-dessus de la cheminée et c'est pourtant la première photo de famille. L'échographie est aussi un outil de diagnostic pour le suivi de l'enfant à naître. Mais l'image n'est par nature qu'un point de vue et seuls 60% des malformations y sont détectées. Dans quelques semaines, 3 échographistes pourraient être condamnés pour n'avoir su dépister des anomalies. Une telle décision conduirait les spécialistes à alarmer systématiquement leurs patients. La seule façon de sécuriser, c'est de prévenir les patients, en l'occurrence les familles, de tout petit défaut qui pourrait éventuellement, peut-être un jour arriver. Ce qui ne peut manquer de déboucher sur une pratique massive d'interruption de grossesse pour des motifs futiles. L'affaire Perruche est à l'origine des craintes de la profession. La Cour de cassation y avait reconnu le droit à indemnisation d'un enfant handicapé pour le seul préjudice qu'on l'avait laissé naître. Aujourd'hui, 90% des femmes bénéficient de 3 échographies durant leur grossesse. Un accès aux soins qui pourrait être compromis. Systématiquement, si on condamne les échographistes à indemniser le préjudice de l'enfant, le handicap de l'enfant à sa naissance, eh bien on arrivera à une augmentation considérable des primes d'assurance, d'où l'impossibilité pour certaines femmes de pouvoir payer les honoraires des échographistes qui forcément ne pourront qu'augmenter face à ce nouveau risque. La décision des juges ne sera connue qu'à la fin du mois. D'ici là, bébé pourra sans crainte se faire tirer le portrait. Présentation en Conseil des ministres du projet de loi instaurant une allocation personnalisée à l'autonomie visant à améliorer l'assistance aux personnes âgées dépendantes. Pour Madame Guigou, c'est un très grand projet. Mais pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les modes de fonctionnement et de financement sont à revoir. L'aide aux personnes âgées est l'affaire concrète de mouvements associatifs. Voici celle de l'exemple de l'association Essentielle consistant à accompagner toutes les tâches quotidiennes d'une personne dépendante. Reportage Clara Monteil et Frédéric Pasquette. Bonjour Sachter, comment allez-vous? Lorsque Constant entre chez une personne âgée, il sait qu'il sera plus qu'un accompagnateur. Il est à la fois un soutien moral puis j'ai quelques petites courses à faire. Et un soutien physique. J'ai des vertiges et je peux tomber, il faut que je sois tenue. Sinon je tombe, on m'a donné des médicaments, mais je suis tranquille que lorsque j'ai quelqu'un à côté de moi. À 87 ans, Solange a trouvé dans l'association Essentielle aide et réconfort. Vous voulez pas que déballe? Très bien. Solange paie par ticket un tiers du coût du service, soit 120 francs pour 1 heure. Merci. Le reste étant financé par des fondations qui soutiennent l'association. D'accord, ça marche. Okay. Nous regrettons effectivement que les pouvoirs publics ne puissent pas prendre en charge ces déplacements par des moyens, par des services comme les nôtres. C'est regrettable parce que bien souvent, les personnes âgées souhaiteraient effectivement faire appel à nous. Elles ne le font pas alors qu'elles n'ont pas besoin d'être dans une ambulance ou dans un exercice de ce type-là. Ça va? D'ailleurs, Constant considère son activité comme un service public, une attention et une chaleur offertes à des personnes trop souvent seules. C'est quelque chose d'irremplaçable, je veux dire,
d'aider quelqu'un qui sort pas de chez elle, qui ne peut pas, et puis de l'aider à sortir, de voir un sourire, de voir son expression, le visage, quelque chose d'intense. C'est ma motivation à moi personnelle. Ça va? Oui, comme ça va quand je te donne 2 bras. Après 2 ans d'existence, l'association a pu créer 3 emplois jeunes. Elle a pour projet de s'étendre sur Paris, mais aussi dans les grandes villes de province. Un automobiliste sur 3 ne voit pas bien. Depuis 8 ans, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue propose le long des autoroutes des tests aux conducteurs qui le veulent bien. La législation sur ce sujet est très minimaliste, très imprécise sur la vision au volant. Ces tests le long des routes sont d'autant plus importants. Vous voyez le reportage de Delphine Orviller avec Julien Tria. On avance, on avance, on avance, on avance. Stop, on s'arrête. Vous pouvez me lire la plaque, s'il vous plaît? 13 AKH 92. C'est très bien. Lire une plaque à 15 mètres, c'est le seul test de vue imposé aux futurs conducteurs le jour de l'examen du permis de conduire. La législation française concernant la vue au volant n'est guère contraignante. Pour conduire, il suffit d'avoir une acuité de 5/10, c'est-à-dire la moitié d'une vision normale. On peut certes bien voir et mal conduire, mais peut-on mal voir et bien conduire? C'est la question posée par l'ASNAV, l'Association pour l'amélioration de la vue, qui propose régulièrement aux automobilistes de tester leur vision, comme ici sur une aire de repos d'une autoroute du Jura. Mais l'acuité n'est pas le seul paramètre important. On teste aussi la vision des couleurs, des contrastes ou la réaction à l'éblouissement. Vous pouvez bien vous installer, s'il vous plaît? Vous voyez le rectangle, vous voyez le point lumineux? À droite, oui. D'accord. Vous avez une acuité de 4/10, ce qui est assez faible de nuit. Et les résultats de ces tests ont de quoi inquiéter. Un automobiliste sur 3 souffre de déficience visuelle, 1 sur 20 est même carrément en dessous des normes prévues par la loi. Des chiffres qui suggèrent d'éventuelles mesures à prendre. La mesure la plus urgente serait peut-être le dépistage un petit peu plus systématique, un peu plus rigoureux à partir d'un certain âge, peut-être 45 ou 50 ans. Ce dépistage à 50 ans est déjà obligatoire en Espagne et en Italie, mais il n'est jamais trop tôt pour vérifier sa vue de conducteur. Du sport, du football, hier soir, Lyon a battu brillamment le Bayern de Munich, 3-0 en Ligue des Champions. Ce match fut celui de l'état de grâce pour Sidney Govou. Ce joueur de 21 ans est au centre de formation de l'Olympique Lyonnais depuis 4 ans. Il a époustouflé ses adversaires, mais aussi ses coéquipiers, en marquant notamment 2 buts. Commentaire Nathanaël de Rinxin. Les supporters l'ont attendu toute la matinée. Ce matin, à l'entraînement, Sidney Govou n'a sans doute jamais signé autant d'autographes en même temps. Gentiment, le garçon s'est exécuté. Son exploit de la veille ne semble pas l'avoir perturbé. Pourtant, Govou a réalisé face au Bayern le match de sa vie. Il a marqué 2 buts en moins de 10 minutes. Et quel but! À 21 ans, Govou, parfois critiqué pour sa nonchalance, a ridiculisé la défense de l'un des meilleurs clubs du monde, en toute simplicité. Étant donné que j'ai jamais été un grand fan de foot, je veux dire que bon, je sais quand même ce que ça représente le Bayern. Mais non, je pourrais pas vous dire des joueurs qui ont évolué là-bas il y a 5 ans, il y a 3 ans, non, je pourrais vraiment pas. Donc pour moi c'était un match comme un autre, c'était plutôt mon match que le match du Bayern face au Bayern. Romario. Cet agent brésilien compare déjà Sidney Govou à l'un des meilleurs attaquants du monde. Doué, explosif, Sidney, titulaire d'un bac scientifique, a longtemps hésité entre une carrière d'enseignant et le football professionnel. Aujourd'hui, Lyon ne songe qu'à une seule chose, prolonger son contrat. Bon, hier je marque 2 buts, mais je peux vous dire que la semaine avant ce match, l'entraînement, c'était vraiment pas ça, quoi. J'ai plutôt tendance à tirer à côté des cages. Bon, hier soir ça a marché, bon, tant mieux pour moi, j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Les Lyonnais découvrent leur nouvelle étoile. Dans une semaine, Govou sera à Moscou pour tenter de qualifier son club pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, en toute décontraction, comme d'habitude. Du cinéma, sorti aujourd'hui du nouveau film de Patrice Lecomte, Félix et Lola. Charlotte Gainsbourg, Philippe Torreton et Alain Bachung interprètent ce film sous la lumière des néons et des flonflons d'une fête foraine. Présentation Marie-Jo Jouan et Pierre Moscovitch. Sur fond de Grand 8, de stand de tir et de barbe à papa, une histoire d'amour fou. Félix a remarqué Lola sur son manège d'auto-tamponneuse. La jeune fille semblait si triste, commentée par un passé mystérieux, qu'il en est tombé amoureux. La fille, Lola, est une fille qui n'est pas comme les autres, quoi, parce qu'elle n'est pas là pour rigoler avec une robe d'été.
ou pour manger une barbe à papa ou une gaufre. Elle est là pour traîner un sac à dos étrange de malheurs, de complications, de choses qui la rendent intrigante en tout cas. Tu serais capable de te tuer pour moi? Tu serais capable? Le drame de Lola, c'est qu'il ne lui est jamais rien arrivé. Et comme les gens heureux n'ont pas d'histoire, elle s'en est inventée une pour exister. J'embrasse mon terrier, j'annule la chambre. Je la vois comme faussement dans la souffrance. 18 s'en aller. Pourquoi? J'aime pas ce type. Il fait rien de mal. Pour l'instant. 18 s'en aller. Je reviendrai. Pour moi, c'est du jeu. Alors qu'en même temps, c'est sincère parce qu'elle ment et elle finit par croire à ses mensonges. Elle va très loin. Je descendrai de cette voiture que quand tu auras répété après moi. J'ai confiance en toi, Lola. J'ai confiance en toi, Lola. À travers ses choix de cinéma, Charlotte Gainsbourg poursuit un parcours sans faute. Elle pourrait être Lola, fragile et déterminée à la fois, secrète et lumineuse. À cette nuit? Quand j'étais adolescente, j'étais comme ça sans avoir le courage d'aller si loin. Mais oui, je m'inventais des trucs. Et puis en même temps, avec les films, c'est ça qu'on fait aussi. Lola? Oui. Je sais pas, parti faire un tour. Félix et Lola, deux personnages écrits avec de la tendresse. Patrice Lecomte confirme qu'il préfère aujourd'hui privilégier l'émotion. Voilà, avant de refermer cette édition, je vous rappelle que l'épizootie de fièvre afteuse a atteint son maximum. 96 foyers en Grande-Bretagne répertoriés, et 15 nouveaux cas au total dans cette journée. Des mesures de précaution très strictes en Irlande, la suite des abattages de moutons en France et puis des courses hippiques de nouveau autorisées. En Israël, Ariel Sharon présente officiellement son gouvernement de large union nationale où seule l'extrême gauche pacifiste est absente. Et puis cette information que je vous livrer dans le courant de cette édition, Coca-Cola, société Coca-Cola, annonce qu'elle rappelle plusieurs milliers de packs de 8 bouteilles en verre, des 25 centilitres, des Coca-Cola standards, vendus en France en raison d'un risque de présence de particules de verre dans les bouteilles. Alors les packs concernés portent les codes E12P et E13P imprimés en noir sur le goulot de chaque bouteille. Voilà pour cette communiqué de rappel de Coca-Cola de plusieurs milliers de packs de 8 bouteilles en verre. La météo dans quelques instants avec beaucoup de douceur et Patrice Drevet. Après Louis Page, le choix de Thomas, ça se discute, présenté par Jean-Luc Delarue. Le dernier journal de la rédaction à minuit 45 avec Jean-Claude Renaud. Puis le magazine des mots de minuit. Philippe Fay reçoit Edgar Morin et puis le chanteur Richard Desjardins. Demain à 7h50, Gérard Morin évoquera la journée des femmes avec la philosophe Dominique Méda. À 13h, vous aurez le bonheur de retrouver Gérard Ross. À demain 20h. Bonsoir. Merci.